J'ai fait quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'ai regardé les films les plus rares qui existent. Que vous soyez très peu ou très connaisseur du cinéma, j'imagine que vous avez déjà entendu ce genre de phrase. Ceci est le film le plus cher du monde. Ceci est le film le plus violent du monde. Ceci est le film le plus dangereux du monde. Ceci est le film le plus nul du monde. Un film qui se trouve dans un classement lambda, voire hypothétique, et qui est toujours en première position. Ce film est le plus du monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une sélection de certains de ces films, de les regarder, pas tous, et de vous en parler. Méritent-ils réellement leur classement? Sont-ils tellement uniques et loufoques que le simple fait de les visionner est une expérience? Je vous propose qu'on commence directement. Le film le plus court du monde est américain et se nomme Soldier Boy. Il est sorti en 2004, réalisé par Les Scholes. Il figure dans l'édition 2007 du livre Guinness des records en tant que film le plus court de l'histoire à avoir obtenu un visa d'exploitation. Celui-ci totalise 5 scènes en 7 secondes. C'est un film de guerre qui raconte l'histoire d'un homme séparé de sa femme pour aller au combat durant la période 39-45. C'est très concis, alors je vous laisse apprécier ce film. On est devant Soldier Boy, c'est le film le plus court de l'histoire. C'est parti. Alice, I've been drafted. C'était incroyable. Pas grand chose à dire curieusement, y a pas une très grosse analyse à faire. Ça ressemble surtout à une très grosse blague. Mais certains scientifiques n'ont pas pris ce défi à la rigolade en essayant de créer le film le plus court possible et en utilisant un laser à rayon X flash, ils ont réussi à mettre au monde une œuvre qui dure ce temps que je ne saurais vous dire. C'est tellement court que tu ne te rendrais même pas compte de l'avoir vu. Et depuis 2011, c'est donc ça qui est le film le plus court de l'histoire. Mais le film le plus court, sans triche, et Soldier Boy. Au montage, je me suis rendu compte que le record de Soldier Boy a été battu par un film indien qui s'appelle A Drop. Et le film dure 2 secondes. Pour votre curiosité, le voici. Voilà, c'est incroyable. « 857 heures, c'est la durée du plus long film du monde. C'est comme si tu regardais Soldier Boy 7345 fois. Dans celui-ci, nous suivons la fabrication d'un podomètre dans l'ordre inverse depuis sa vente finale en Suède jusqu'à sa fabrication en Chine. La durée totale de la vie de ce parcours est donc de 857 heures, soit 35 jours et 17 heures. Tout est filmé en temps réel, sans vraiment de montage, donc nous pouvons voir la totalité de la fabrication et de l'exportation du podomètre. Ce film d'Erika Magnusson est assez fascinant. Il a été projeté dans une bibliothèque le 1er décembre 2012 pour se terminer le 6 janvier 2013. Il a aussi été projeté en Suède et il est disponible en ligne. J'avoue avoir regardé plusieurs minutes en défilant les images, mais laisse tomber, je vais pas regarder un film qui dure 1 mois. Son record est celui du film le plus long de l'histoire qui a été diffusé. J'ai une petite fascination pour les films les plus longs qui existent. Par exemple, pour les films de fiction, le plus long se nomme Amra Ekta Cinema Banabo, qui est un projet en provenance du Bangladesh d'une durée de 21 heures et 5 minutes. Quand on regarde du côté du cinéma documentaire, Le Voyage de Peter Watkins est en première position avec un temps de 14 heures et 33 minutes. Ce sont de très gros chiffres, mais ils ne sont rien comparés aux 857 heures de Logistics, qui est le plus long film expérimental jamais fait et, par la même occasion, le plus long film du monde. En deuxième position, pour ceux qui s'en souviennent, on retrouve Ambiancé avec ses 720 heures. Mais bon, il n'a jamais été diffusé et on n'est même pas vraiment sûr qu'il existe. Je voulais simplement vous le nommer pour les souvenirs. Quand je dis le film le moins vu au monde, c'est pour dire que c'est le film qui a rapporté le moins d'argent all time. Ça fait plusieurs jours que je connais cette information, mais j'ai encore du mal à process. L'œuvre se nomme The Worst Movie Ever, le film le plus nul du monde, par traduction. C'est assez ironique. Il a rapporté 11 $.
C'est pas ouf. En général, même quand un film flop, il rapporte environ quelques dizaines, voire centaines de milliers de dollars. Mais là, on est sur 11 $. Complètement ahurissant. Alors, The Worst Movie Ever, ça donne quoi? On est devant The Worst Movie Ever. C'est pas moi qui le dis, c'est son titre. Il s'agit là du film ayant rapporté le moins d'argent lors de sa sortie au cinéma. 11 $. Je suis assez curieux de voir ça. C'est parti. Le film commence par une introduction musicale qui nous présente un alien robot. Après, on fait la rencontre d'adolescents de 60 ans, de scientifiques, d'une cougar de 14 ans, c'est comme ça qu'elle se nomme, et d'un petit garçon qui fait le lover, d'un garçon autiste de 60 ans très stéréotypé, d'une genre de sorcière, du Père Noël, d'une meuf qui court, et ils vont tous allier leurs forces pour stopper l'alien robot. Évidemment, ce film est une énorme blague. Tout est volontairement nul pour essayer de reproduire un nanar. C'est un peu dans le même style que de Vélocipasteur, mais en encore plus loufoque. Je trouve ça assez dommage que des films essaient volontairement de devenir des nanars, puisqu'un nanar est un nanar car l'œuvre en question se prend très au sérieux. Faire exprès de faire un truc nul, ça casse complètement le concept de base. Par contre, il y a certains moments du film que j'ai trouvé personnellement un peu drôles, comme cette scène. Hey Debbie, what do you want? I was wondering if maybe you'd like to get together sometime and maybe do something. Like what? Maybe hang out for a while. Maybe go to the drive-in and make out. Maybe go to my bedroom and make love. No, I don't think so, Debbie. We're too busy right now doing cool guy things. I have an idea. Why don't you go look for someone who's... Bon, après, j'ai peut-être un humour de merde. Le film est également une comédie musicale, mais honnêtement, je vais pas en parler plus que ça parce que c'était tellement nul que j'ai skip la plupart des séquences de chant. L'histoire est pas plus compliquée que ça. Tous les personnages dont je vous ai parlé vivent leur histoire de leur côté jusqu'à la réunion finale digne des Avengers pour vaincre le robot alien qui n'est autre qu'un modèle 3D très cheap. C'est définitivement un des films les plus bizarres que j'ai jamais vu de ma vie, mais en vrai, c'est quand même drôle. Il y a des bonnes blagues. Ça m'a fait esquisser un sourire quelques fois pendant le visionnage. Je trouvais ça quand même drôle. Au final, ça me faisait penser aux petits projets que je faisais quand j'étais en études de cinéma. Et c'était un petit sentiment cool de regarder ce film, même si c'était nul. Tellement nul que ça en devient bien. The Worst Movie Ever cherche à reproduire les plus grands stéréotypes de films d'horreur. Je vous avoue que je n'ai pas souvent vu une cougar de 14 ans, le Père Noël ou des adolescents de 60 ans dans des films d'horreur. Je trouve que cet aspect est complètement manqué. Sinon, pour vous expliquer un peu plus son histoire, le film est resté un week-end à l'affiche dans un cinéma à Los Angeles en 2011 et n'a eu qu'une seule entrée. Donc 11 $. La seule personne au monde qui a vu ce film au cinéma n'a jamais été retrouvée par le réalisateur Glenn Bergotz. Aujourd'hui, le film base sa publicité sur cette anecdote en le vendant comme le film ayant rapporté le moins d'argent au box-office. Grâce à ça, il a gagné en popularité et a maintenant un petit fan club. Il aurait aussi gagné beaucoup plus d'argent avec le temps, 25 000 $. Ce qui est pas mal du tout. Mais cela ne changera jamais le fait qu'il est officiellement le film ayant rapporté le moins d'argent à sa sortie. On est devant Le Tombeau des Lucioles, le film le plus triste de l'histoire. Je connais rien sur le film. Le seul truc que je sais, c'est que il a été fait par les studios Ghibli. J'ai hâte de voir si ce qu'on dit de lui, c'est vrai. En tout cas pour moi, parce que je sais que c'est subjectif et tout. Allons-y. Le Tombeau des Lucioles, comme je viens de le dire, est un film produit par les studios Ghibli, sorti en 1988, réalisé par Isao Takahata. Il raconte l'histoire d'un jeune adolescent japonais et de sa petite sœur qui se font bombarder leur ville en 1945 par les Américains. Leurs parents décèdent et ils sont obligés de se réfugier chez leur famille la plus proche, qui est assez détestable. Leur quête du bonheur sera parsemée d'embûches. Après avoir visionné le film, il est effectivement très triste et déprimant. Mais quand même, est-il le film le plus triste du monde? Classement fait par le site Sens Critique. Bon visionnage. Le film commence par cet homme, au bord de la mort. Un autre homme qui semble s'occuper du maintien confirme ce que je viens de vous dire. Prend un paquet de bonbons qui était dans sa poche et le lance au loin. Une jeune fille et un soldat apparaissent, se prennent la main et vont marcher. Nous nous retrouvons à Kobe. La ville est en état d'alerte. Les bombardiers américains arrivent et vont faire exploser la ville. Nous rencontrons Seita qui essaie de se protéger, lui et sa sœur Setsuko. Malheureusement, leur village sera complètement détruit et plusieurs membres de la population seront tués. Seita et sa sœur perdent leur mère, gravement blessés après cette attaque. Ils iront se réfugier chez leur tante qui va les mépriser et mal les nourrir. Ils finiront par partir et s'installer dans un abri extérieur. Setsuko finira par décéder de malnutrition, laissant son grand frère seul, et le film se finit ainsi. C'était extrêmement
extrêmement déprimant. Est-ce que c'est le film le plus triste? Je comprendrais qu'il y ait des gens qui disent que oui. Personnellement, je ne pense pas que ce soit le film le plus triste que j'ai vu, mais c'est facile, un top 3. Personnellement, ce n'est pas le film le plus triste que j'ai vu. Je le placerai derrière Manchester by the Sea, qui lui m'a vraiment bien explosé. Ça n'empêche que j'ai trouvé Le Tombeau des Lucioles super bien et super mature. Vraiment, si vous avez des gens qui vous rabâchent que le cinéma d'animation n'est que pour les enfants, montrez-leur des films comme ça, très matures et très durs à voir. C'est surtout un film qui, je trouve, est très important dans son message. Déjà, c'est complètement obvious que ce film dénonce la guerre et les victimes collatérales de celle-ci. Assez facile de trouver de la pertinence dans cette dénonciation, quand encore aujourd'hui, la guerre fait rage et les victimes innocentes continuent de se faire massacrer un peu partout dans le monde. Sinon, je trouve également que cette œuvre est très optimiste. Ou en tout cas, elle encourage à l'optimisme. C'est assez beau la façon dont Seita et sa sœur sont toujours heureux. Ils trouvent toujours une façon de s'amuser et de voir la vie en rose. Rien que prendre un bonbon par exemple, ça fait leur journée au complet. Il est vrai que ce message est le bienvenu pour un gars comme moi qui a beaucoup de privilèges et qui ne s'en rend pas toujours compte. J'ai la chance de ne pas être dans un pays en guerre, j'ai la chance de manger à ma faim, j'ai la chance d'avoir la santé. Ce sont d'énormes privilèges et je trouve qu'il est facile de les prendre pour acquis. Ça remet bien les idées en place de voir un film comme Le Tombeau des Lucioles. Également, je l'ai déjà mentionné, mais la froideur et la violence du récit sont assez contrastantes avec l'optimisme. Et justement, je trouve que ça accentue cet optimisme. On voit beaucoup de corps décédés dans le film, beaucoup de personnages importants meurent, la plupart des autres humains sont complètement antipathiques, désagréables et méprisants. Le film n'hésite pas à faire passer brutalement mais pertinemment son message, et je trouve que c'est tellement bien. Si vous voulez déprimer, ou même peut-être avoir de l'espoir, regardez Le Tombeau des Lucioles. Le film le plus effrayant du monde, selon la science. En gros, il existe des études qui comptent le nombre de battements de cœur par minute des spectateurs devant des films d'horreur pour calculer leur stress. En résumé, plus t'as un battement de cœur élevé, plus tu es stressé et plus tu as peur. Je vous avais demandé d'ailleurs quel était, selon vous, le film le plus effrayant du monde. Certains de vous ont trouvé le film qu'on va voir aujourd'hui. À titre personnel, le film qui m'a le plus effrayé de ma vie est Sinister. C'est le premier film d'horreur que j'ai vu à 13 ans et il m'a complètement traumatisé. Je me rappelle d'une certaine scène avec une tondeuse, je m'en rappelle encore plus de 10 ans après. Auparavant, le film le plus effrayant était Host, un film que j'ai vu et que j'ai pas trouvé super. Pour cette vidéo, je suis retourné voir l'étude et le film le plus effrayant du monde n'est plus le même. Dorénavant, avec une moyenne de 86 battements par minute, alors que les battements normaux se situent environ à 60. Sinister, c'était le destin. On est devant Sinister, c'est mon premier trauma film d'horreur. Le premier film d'horreur que j'ai regardé qui m'a vraiment fait peur et ça m'a suivi pendant plusieurs semaines. J'arrivais simplement pas à dormir, j'avais 13 ans, je m'en rappelle très bien. Ce film-là, je l'ai vu qu'une seule fois, lors de mes 13 ans, et je m'en rappelle encore très bien aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans. Et c'est drôle parce que c'est également considéré comme le film le plus effrayant qui existe selon une étude. Alors je me suis dit, je vais me replonger dans ce film, je vais le regarder. Est-ce qu'il va me faire aussi peur qu'avant? Je pense pas, mais je pense qu'il peut quand même me faire peur. Je me rappelle des mécaniques utilisées. C'est des choses sur lesquelles je suis très sensible. Je suis très curieux de recommencer ce film. J'ai vraiment hâte. Allons-y. Voici Ethan Hawke dans le rôle d'un écrivain nommé Ellison. Il n'est pas un écrivain totalement conventionnel puisque celui-ci traite de sujets réels et cruels. C'est un romancier true crime qui fait les enquêtes de son côté sur des crimes sordides et irrésolus, écrit dessus et publie. Nous apprenons assez rapidement qu'il est à la recherche, entre guillemets, de son prochain hit, car cela fait 10 ans qu'il n'a pas eu un best-seller et que ses 2 dernières œuvres sont, pour dire, des flops.
Au début de l'histoire, Ethan Hawke emménage dans une nouvelle maison avec sa femme et ses 2 enfants. Il est le seul à le savoir, mais dans cette maison, il s'est passé un crime atroce, crime qui sera le sujet de son prochain livre, du moins ce qu'il pensait allait être le sujet de son prochain livre. À la base, il désirait faire un livre sur une jeune fille disparue suite au décès de sa famille dans la maison, mais en cherchant dans le grenier, il trouve une boîte avec plusieurs films, il va les visionner et tombe dans un énorme rabbit hole. Chaque film contient un enregistrement d'une famille qui se fait assassiner par une personne inconnue. Chacun de ceux-ci utilise le style found footage avec sa propre singularité et sa propre ambiance très prenante et très stressante, je trouve. Tous les plans de ces films glacent le sang, notamment un, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais vous le montrer. En gros, on voit simplement quelqu'un qui prend une tondeuse et commence à rouler. Pour le moment, on en est à la moitié du film et en vrai, c'est super bien. Par contre, je trouve que ça a un peu vieilli. Je trouve qu'il y a certains jumpscares qui étaient cool il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est un peu vu et revu. Par contre, ce que j'avais pas remarqué quand je regardais avant, j'avais pas remarqué que c'était vraiment une enquête et que, en fait, le personnage principal était assez complexe, qu'il y avait quand même une psyché qui était explorée. J'avais pas remarqué ça, moi j'étais plus concentré sur l'aspect horrifique. Je trouve que le film est très bien écrit et qu'il est super pertinent. Pour le moment, je trouve que c'est vraiment un bon film. Le plus effrayant ? Pas du tout. Mais un très bon film. La première partie était celle où nous visionnions les enregistrements et nous nous faisions introduire les enjeux. Dans la seconde partie du film, nous découvrons les dénouements et toutes les réponses à nos questions. Très compliqué pour moi de vous parler de celle-ci sans vous spoiler, mais je préfère que vous découvriez ce film en ne sachant rien sur le plot twist final. Je trouve personnellement qu'il est très satisfaisant. Ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas vu Sinister. Je me rends compte qu'il fait beaucoup moins peur que dans mes souvenirs et qu'il a même pas très bien vieilli sur certains points. Les maquillages ne sont pas super incroyables, on dirait des costumes d'Halloween. Je l'ai pas encore dit, mais la profession du gars est assez controversée dans le film. On nous fait passer son travail comme quelque chose de vraiment néfaste et on nous fait limite passer le personnage pour un psychopathe, alors que c'est simplement du true crime, comme on voit plein de personnes en faire aujourd'hui. Par contre, je trouve intéressant de ne jamais vraiment être sûr si Ethan Hawke fait ce job par passion ou uniquement par envie de gloire. Ce sujet revient plusieurs fois dans l'intrigue et nous n'avons jamais de réponse définitive sur ses motivations, même si nous avons plusieurs pistes de réflexion. Le film le plus effrayant du monde ? Non, par contre c'était super intéressant et c'était vraiment bien. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire un bon équilibre entre des jumpscares et une ambiance pesante, une ambiance très gênante, creepy. Je trouve que c'est extrêmement bien réussi. Je le conseillerais à tout le monde qui a envie de se faire peur ou qui aime les films d'horreur. Je pense que tout le monde peut aimer ce film. Sans aucun doute, c'est un des meilleurs films d'horreur des années 2010. Finalement, je suis assez content d'avoir découvert des films rares et records. Même si je ne suis pas toujours d'accord sur la légitimité de certains de ceux-ci à être premiers dans leur catégorie, force est de constater que ce n'est pas non plus totalement incohérent. Je retiendrai surtout The Worst Movie Ever et Le Tombeau des Lucioles qui ont été de très belles découvertes pour moi pour des raisons différentes. J'aime toujours autant découvrir des façons différentes de faire du cinéma et de découvrir des films insolites. Dites en commentaire si une partie 2 avec d'autres films et d'autres catégories vous intéresserait. En attendant, je vous remercie pour votre temps. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.